Bienvenue au webinaire Élaborer votre programme de sécurité électrique. Le programme de sécurité électrique a été élaboré dans le cadre du projet Inter-ASP. Je me nomme Julie Fenoté, c'est moi qui vais vous présenter le webinaire d'aujourd'hui avec mon collègue Safra Noël Boulet. Ce webinaire est donné dans le cadre d'une série de webinaires, celui de l'ASFETEM sur la fiche de planification de la tâche par rapport à la norme CSA Z462, celui de l'APSAM sur le plan d'action pour implanter un programme de sécurité électrique, puis celui d'aujourd'hui sur élaborer votre programme de sécurité électrique. En 2022, il devrait y avoir 2 autres webinaires sur la sécurité électrique donnés par d'autres ASP sur des sujets différents. Dans ce webinaire, nous allons répondre aux questions suivantes. Pourquoi mettre en place un programme de sécurité électrique? Quelles sont les conditions gagnantes pour réussir l'élaboration d'un programme de sécurité électrique? Que devrait contenir un programme de sécurité électrique? Lorsque je parle d'un programme de sécurité électrique, on parle d'un document écrit qui vient encadrer la sécurité électrique dans votre entreprise, soit l'objectif, la portée du programme, les rôles et responsabilités, les méthodes et les techniques sécuritaires de travail. Pourquoi mettre en place un programme de sécurité électrique? En fait, dans les entreprises, nous pouvons être exposés à des dangers au niveau de l'électricité. Par exemple, le risque de choc électrique qui peut occasionner des embolies, de la nécrose, de la fibrillation ventriculaire ou qui pourrait aller jusqu'à la mort. Il y a aussi des brûlures causées qui pourraient être causées par les éclats d'arc. C'est important de venir contrôler les risques présents dans votre entreprise et cela inclut les risques électriques. Quand je vais parler plus loin dans le webinaire d'énergie incidente ou de calories par centimètre carré, je vais parler de l'énergie thermique, finalement, à la chaleur dégagée par la boule de feu. La loi sur la santé et sécurité du travail oblige les employeurs à prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Le fait d'avoir un programme de prévention sur la sécurité électrique, ça permet de répondre à ces obligations-là, puis de nous aider à mettre en place ce qui doit être mis pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Aussi, l'employeur doit fournir le matériel, s'assurer qu'il est en bon état, s'assurer que l'organisation du travail, les méthodes, les techniques utilisées pour accomplir les tâches sont sécuritaires, qui ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. Il doit aussi informer les travailleurs. La loi en santé et sécurité du travail oblige également les travailleurs à prendre des mesures nécessaires afin de se protéger et de protéger les autres. Concernant les obligations des employeurs et des travailleurs, vous pouvez aller vous référer à l'article 51 et 49 de la loi en santé et sécurité. Il y a aussi d'autres lois et divers règlements à respecter. Il y a la loi sur la formation et la qualification professionnelle et de la main-d'œuvre. Il y a aussi le règlement sur les certificats de qualification et sur l'apprentissage en matière d'électricité, de tuyauterie, de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction. En fait, dans ce règlement-là, ce qu'on va retrouver, c'est des précisions sur la définition d'une installation électrique, sur les métiers réglementaires en électricité, certificat en électricité, certificat restreint en connexion d'appareillage. C'est à ce niveau de ce règlement-là qu'on va se référer pour avoir plus d'informations sur le sujet. Aussi, on a le Code de la construction qui s'applique, le Code de la construction du Québec qui vient encadrer la conception et la sécurité au niveau des installations électriques, le chapitre 5 du Code. Il y a aussi les normes qui sont des bonnes références pour nous aider à répondre aux obligations de la loi en santé et sécurité du travail. La norme CSA Z462, sécurité électrique au travail, est la référence au Canada. Cette norme-là est inspirée de la norme NFPA 70E. Pour réussir la mise en place d'un programme de sécurité électrique, ça prend d'abord des conditions gagnantes pour mettre ça en place de manière efficace. D'abord, ça prend une volonté ferme de la direction qui va assigner des ressources humaines, des ressources financières. Ça prend la participation et la collaboration d'une équipe qui a été créée pour le projet et du comité santé-sécurité. L'implication des travailleurs, c'est essentiel pour la mise en place. La diffusion de l'information, communiquer l'information aux gestionnaires, aux travailleurs aussi, ce sont les conditions gagnantes.
Pour éviter l'effet tablette, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser le plan d'action du programme de sécurité électrique là, qui est disponible sur les sites Internet des ASP. C'est le programme là, qui a été présenté là, par l'APSAM là, dans le dernier webinaire. Fait que ce programme-là, en fait, là, ce qu'il vous mentionne, c'est d'établir là, un échéancier avec des responsables pour chacune des étapes là, pour s'assurer que le projet là, avance bien. Qu'est-ce que devrait contenir là, un programme de sécurité électrique? En fait, là, un programme de sécurité électrique, là, le programme de sécurité adaptable, c'est vraiment un exemple là, de contenu potentiel. Fait que vous pourriez avoir des particularités dans votre entreprise, là, à ce moment-là, vous les ajoutez au programme. Si vous avez déjà un programme, vous pourriez l'utiliser là, pour bonifier votre programme. Le programme de sécurité électrique devrait vraiment être personnalisé à votre entreprise, à votre réalité. Tout ce qui ne s'applique pas dans notre exemple, vous pourriez l'enlever, puis tout ce qui s'applique, vous pourriez le bonifier là, pour venir là, vraiment le personnaliser. C'est vraiment là, pour vous aider là, d'éviter là, le syndrome de la page blanche. S'il y a des éléments, par exemple, dans le programme que vous mentionnez dans vos formations, bien, c'est peut-être pas nécessaire de le mettre dans le programme. C'est vraiment là, de le personnaliser là, pour que ça soit vraiment un outil qui soit efficace là, pour votre entreprise. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le programme? En fait, on va retrouver l'objectif et la portée de celui-ci. Ensuite, on va retrouver les rôles et responsabilités. Il est vraiment important d'indiquer les rôles et responsabilités, là, de personnaliser cette partie-là à votre entreprise, d'y aller avec les rôles et responsabilités des personnes là, dans votre entreprise. Le fait d'avoir les rôles et responsabilités là, décrits dans le programme de sécurité électrique, bien, ça permet là, ensuite de former vos gens sur leurs rôles et responsabilités puis s'assurer qu'ils les connaissent bien. Ensuite, on va retrouver aussi les méthodes et les techniques sécuritaires là, de travail. En fait, ça, on va le regarder là, plus en détail là, dans le webinaire. Ça comprend le travail sans danger électrique, la vérification d'absence de tension, le travail sous tension autorisé, le travail qui nécessite un permis de travail, les fiches de planification de travaux de nature électrique, l'appréciation du risque de choc, l'appréciation du risque d'éclat d'arc, le choix des équipements de protection individuels, etc. Après, vous devriez indiquer qui a le droit de faire quoi selon là, vos politiques d'entreprise. Là, quelle tâche là, est réservée à quel travailleur. Aussi, il faut tenir compte là, dans cette section-là là, du règlement là, sur la certificat des qualifications. Les sous-traitants, s'assurer là, que les sous-traitants soient informés du programme de sécurité électrique et qu'ils le respectent. Après, on va retrouver la formation. Qui est formé sur le programme par rapport à leurs tâches. Les mesures d'urgence, il faut bien planifier les mesures d'urgence. S'il y a un accident qui survient, qui est-ce qui est formé pour intervenir là, en cas d'urgence. Après, on retrouve l'entretien des équipements, le maintien du programme. Ça serait tous des éléments là, que vous pourriez retrouver là, dans votre programme de sécurité électrique. On va se concentrer un petit peu plus sur les méthodes et les techniques. Avant de faire un travail, là, il faut vraiment faire une évaluation du risque et une planification du travail. Est-ce que c'est un travail qui va être fait hors tension? Est-ce que c'est un travail de diagnostic sous tension? Est-ce que ça me prend un permis de travail? Est-ce qu'il y a d'autres procédures à appliquer, là, par exemple, des procédures à espace clos? Avant de faire ma tâche, là, je recule d'un pas, je regarde ce que je dois faire, je regarde c'est quoi mes risques, comment je vais venir contrôler ces risques-là, comment je vais venir faire ma tâche de manière sécuritaire. Je prends cette information-là, je la mets par écrit, ça va garder une traçabilité écrite, puis ça va assurer aussi là, de rien oublier là, lorsque je fais mon évaluation de ma tâche. Puis aussi, ça facilite là, la diffusion de l'information. Ce qui est vraiment important là, avant de faire une tâche, d'utiliser une procédure sécuritaire pour la tâche et si elle n'est pas disponible, bien, de la rédiger avant de faire la tâche. Dans notre programme, en fait, on a séparé là, en 4 types les tâches liées aux composantes électriques. Le premier type, électriquement sécuritaire, c'est le nouveau terme là, dans la norme là, pour travaux sans danger électrique. On parle vraiment d'un travail qui est fait, là, le cadenassage a été appliqué, la vérification d'absence d'énergie a été faite, puis on est rendu là, à l'étape de faire la tâche, là, mais on est sûr qu'il n'y a vraiment plus d'énergie électrique là, sur les composants. Le deuxième type, le deuxième type s'applique lorsqu'on est en train d'effectuer le cadenassage et qu'on est rendu à la tâche de vérifier l'absence d'énergie. Tant que je n'ai pas vérifié qu'il n'y a plus d'énergie, je le considère comme sous tension. Par conséquent, c'est mon programme de sécurité sous tension qui s'applique. Ça va me prendre mon périmètre de sécurité, mes équipements de protection individuels. C'est géré par mon programme de sécurité électrique.
Les informations, par contre, pourraient être mises là, directement sur ma procédure de cadenassage, là, de dire, bon, bien, quel équipement de protection individuelle j'ai besoin, c'est quoi mon périmètre, etc. Ensuite, on trouve le type 3, qui est des tâches là, autorisées. En fait, on parle plus particulièrement là, de travaux diagnostiques sur des composantes électriques à découvert sous tension. À ce moment-là, on peut utiliser la procédure de travail sous tension préécrite pour cette tâche-là si elle existe, ou sinon la fiche de planification des travaux électriques. Le type 4, on va parler là, des travaux sous tension qui prennent un permis de travail. Là. Fait que ça prend une autorisation là, de la haute direction là, pour pouvoir faire cette tâche-là sous tension. Quand on parle d'un permis de travail, en fait, là, on va parler là, des tâches là, autres que ceux là, qui sont... ce n'est pas des tâches de diagnostic ou des tâches d'absence de vérification d'absence d'énergie. Fait qu'on va parler des autres tâches. Là. À ce moment-là, ben, on va retrouver sur le permis de travail le nom du demandeur, la description de la tâche. Pourquoi je ne peux pas faire cette tâche-là hors tension? Fait que vraiment venir justifier là, pourquoi elle ne se fait pas hors tension. Ensuite, on inscrit la démarche détaillée, là, comment je vais faire cette tâche-là de manière sécuritaire. Il est vraiment important là, de bien détailler la démarche là, pour faire la tâche de manière sécuritaire. Ensuite, on complète l'analyse d'appréciation du risque de choc, du risque d'éclair d'arc, les équipements nécessaires, les équipements de protection nécessaires pour faire la tâche, les mesures de protection à mettre en place. Puis, on va terminer ça avec les autorisations. Les personnes là, qui vont autoriser de faire cette tâche-là sous tension, ça doit être une personne là, en autorité là, qui peut prendre la décision, là, par exemple, là, je vais faire ça sur un shutdown ou je vais investir de l'argent, je vais installer un système qui va me permettre de faire ça hors tension. Il faut se rappeler aussi là, que les tâches là, doivent toujours être faites hors tension. Là. Pas possible, ce n'est pas la même chose que pas pratique. Si je peux faire ma tâche hors tension, je dois la faire hors tension. Par contre, malheureusement, ça peut arriver que la tâche ne puisse pas se faire hors tension. À ce moment-là, je vais utiliser mon permis de travail sous tension pour mettre en place toutes les méthodes sécuritaires pour faire la tâche. Dans le cas où on est sur une tâche qui ne nécessiterait pas un permis de travail sous tension, comme par exemple là, les tâches de diagnostic sur des composantes électriques sous tension à découvert, bien, à ce moment-là, on peut utiliser là, soit une procédure préécrite pour cette tâche-là ou la fiche de planification des travaux. Là. La fiche de planification des travaux, on va la regarder là, très rapidement. Là. Il y en a qui l'ont déjà vu là, dans le premier webinaire. On va retrouver le nom de la personne qualifiée, les travailleurs, sur quel équipement je m'en vais travailler. Ensuite, les informations là, de la tâche, est-ce que la tâche est sous tension? Est-ce que ça me prend un permis de travail? Est-ce qu'il y a une fiche de cadenassage? Ensuite, on va retrouver l'appréciation du risque de choc, l'appréciation du risque d'éclair d'arc. Est-ce qu'il y a d'autres dangers? Par exemple, je suis en train de faire ma tâche, mais j'ai une hélice d'un ventilateur qui est accessible. Bien, comment je vais venir contrôler ces autres dangers-là? Les mesures d'urgence. Est-ce que c'est un travail qui est fait dans un endroit isolé? Puis, il y a aussi un espace là, pour la suggestion là, de l'amélioration continue là, sur la fiche. Pour les tâches là, comme du diagnostic là, sur des composantes sous tension à découvert, bien, on peut faire notre propre évaluation à ce moment-là. Puis ensuite, on va pouvoir faire la tâche de manière sécuritaire. Vous pouvez adapter la fiche là, à votre entreprise. La fiche doit bien sûr être remplie par une personne qualifiée. Vous pouvez aussi vous ajouter là, au verso là, de votre fiche des éléments là, pour aider la personne qualifiée à la remplir. Là. Par exemple, la description des tâches autorisées, l'appréciation du risque, les autres dangers. Une fois que vous avez élaboré votre permis de travail de sécurité électrique, votre fiche de planification, les deux devraient être mis en annexe là, de votre programme de sécurité électrique. C'est important là, de rédiger et de mettre en place là, des procédures de travail là, avant de faire les tâches exposées au risque électrique. Là. Ces procédures-là, comme par exemple là, la tâche de validation d'absence d'énergie, peut être intégrée à votre fiche de cadenassage. Vous pouvez aussi rédiger des procédures séparées là, pour du diagnostic sur des composants sous tension à découvert, là, des procédures là, spécifiques à une machine, par exemple. L'employeur, parmi ses obligations, là, doit, entre autres, là, s'assurer que l'organisation du travail, les méthodes, les techniques utilisées pour effectuer les tâches de détection d'anomalies, de réparation sur les équipements soient sécuritaires, qui permettent de contrôler les dangers de coupure, de lacération et d'électrisation.
Par exemple, afin d'éliminer les dangers d'électrisation, de brûlure lorsqu'un diagnostic sur des composantes électriques a découvert sous tension, l'employeur doit s'assurer d'appliquer une procédure documentée des contrôles des énergies, telle que prévue au règlement santé et sécurité du travail et dans les normes, munir les travailleurs d'équipements de protection approuvés pour les travaux sous tension, munir les travailleurs d'outils isolés qui vont avoir besoin pour faire leurs tâches, s'assurer que les travailleurs ont reçu la formation nécessaire pour faire les travaux sous tension. Pour les tâches sur les composantes électriques à découvert sous tension, que ce soit les tâches de type 2, 3 ou 4, qu'on vient de numérer précédemment, il faut faire des appréciations du risque. Dans votre programme de sécurité électrique, vous pourriez inclure des balises concernant l'appréciation du risque de choc et l'appréciation du risque d'éclat d'arc. Selon la norme CSA Z 462 de 2021, il y a un risque de choc électrique important lorsque les pièces sous tension sont à découvert. Si la tension est de plus de 30 volts avec un courant alternatif et 60 volts avec un courant continu. Le 60 volts vient de la norme de 2021. Et que le travailleur traverse finalement le périmètre d'accès restreint. Lorsqu'on parle du choix des mesures de réduction du risque, en fait, on devrait quand même suivre la hiérarchie, utiliser la méthode de maîtrise du risque la plus efficace. La première chose à vérifier, c'est est-ce qu'on peut l'éliminer à la source. Par exemple, il n'y aurait pas d'énergie électrique sur la machine. Ensuite, j'ai des circuits de commande à 120 volts, je pourrais les remplacer par des circuits de commande à 24 volts. Des contrôles techniques. Les conducteurs et les éléments de circuit sous tension sont dotés de dispositifs de protection afin de réduire la probabilité que se produise un courant de défaut avec arc. La sensibilisation aux dangers. Les dangers potentiels sont communiqués de manière efficace. Contrôle administratif. Des procédures sont mises en place, sont rédigées. Équipement de protection individuelle, les EPI contre les chocs et les éclairs d'arc. Lorsqu'on parle de sécurité électrique, quelquefois, on parle de procédure d'équipement de protection individuelle, mais c'est dans le bas de la hiérarchie. Fait qu'il faut regarder tout d'abord, est-ce qu'il y a moyen de mettre des protections pour de la substitution et des contrôles techniques en priorité pour réduire le risque. Puis ensuite, pour les risques résiduels, on va mettre en place les procédures, puis les porter nos équipements de protection individuels. En fait, dans nos fiches, dans nos procédures, on pourrait se rajouter une appréciation du risque de choc. Par exemple, sur quelle tension à quelle tension je suis exposée, c'est quoi la classe de gants que j'ai besoin de mettre pour faire ma tâche, mes périmètres de sécurité, quel équipement de protection individuelle j'ai besoin. Pour ça, vous pouvez vous référer à la norme qui peut vous aider à remplir cette section-là avec les tableaux. Vous devriez aussi ajouter les tableaux ou l'information pertinente qui vous est utile dans votre entreprise en annexe de votre programme de sécurité électrique. Ensuite, on vérifie est-ce qu'il y a de l'énergie emmagasinée, est-ce qu'il y a des retours d'énergie possibles, est-ce que j'ai besoin d'outils, si oui, lesquels, quelles sont leurs caractéristiques. Au niveau des EPI, on retrouve les gants, mais il y a aussi d'autres EPI qui peuvent être nécessaires pour la tâche, comme par exemple les manchons, casques, chaussures, etc. Fait qu'on vient vraiment encadrer qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cette tâche-là sur notre procédure. Ça, c'était l'appréciation du risque de choc. Maintenant, l'appréciation du risque d'éclat d'arc. Si vous avez une étude Arc Flash, vous pouvez vous référer aux étiquettes. Si l'étiquette date de plus de 5 ans, là, à ce moment-là, il faudrait se référer au tableau dans la norme. Les tableaux dans la norme peuvent aussi être utilisés si vous n'avez pas d'étude d'énergie incidente qui a été réalisée. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter les tableaux dans la norme, étant donné que les droits d'auteur, mais vous pouvez emprunter la norme au centre de documentation de la CNESST, par exemple, ou en faire l'acquisition. Au niveau de votre programme de sécurité électrique, si vous avez des tâches standards récurrentes, vous pourriez vous monter des tableaux d'information peut-être plus simples que ceux à utiliser dans la norme qui dit, voici tel équipement, telle tâche, j'ai besoin de telle catégorie, de tel périmètre en vous basant sur les informations dans la norme. Par exemple, si on y va avec un équipement en courant alternatif, on pourrait se référer au tableau 6A de la norme. Pour ça, par contre, je vais avoir besoin de mon courant de défaut puis mon temps de coupure. Puis avec ces informations-là, je vais pouvoir venir identifier ma catégorie de pays puis mon périmètre d'éclair d'arc.
On peut aussi se référer au nouveau tableau, là, le tableau V1 qui est maintenant disponible en annexe de la norme pour définir ma catégorie de pays, mon périmètre. Bien, là, à ce moment-là, j'utilise là, ma valeur de fusible, de disjoncteur ou de transformateur. Parenthèse là, sur le tableau V1. Le nouveau tableau en annexe, vous allez voir que dans la colonne là, catégorie de pays, vous pourrez trouver là, le terme SO ou NA en anglais. Là. En fait, ce que ça signifie, c'est que l'énergie incidente estimée est de moins de 1,2 calories par centimètre carré. Fait que la déflagration potentielle d'un éclair d'arc, la boule de feu, là, elle serait de moins de 1,2 calories. Par contre, même si la norme ne demande pas de PI pour le risque d'éclair d'arc pour une certaine tâche, mais il faut quand même porter nos EPI comme notre risque de choc là, de l'analyse précédente, là, si l'analyse précédente nous demandait de mettre des EPI contre le risque de choc. Parlant de la norme 2021, en fait, dans la norme, là, on a une nouvelle catégorie, la catégorie 5, pour 75 calories par centimètre carré. Par contre, on l'a vu plus tôt, là, les catégories, les EPI, c'est dans le bas de la liste au niveau de la hiérarchie. Fait qu'on va se mettre des mesures de réduction du risque. Là. On va regarder là, pour d'autres solutions là, avant d'aller mettre la catégorie 5. Tu sais, la catégorie 5, elle va nous protéger contre les brûlures. Par contre, la déflagration pourrait causer aussi des projections de composantes là, qui pourraient venir nous blesser. C'est pour ça qu'on va regarder pour réduire le risque, réduire la possibilité de déflagration là, avec des protections en amont ou mettre un système de vérification d'absence d'énergie à l'aide d'instruments, d'essais capacitifs sans contact, pour éloigner le travailleur lors de la vérification de l'absence d'énergie pour quand c'est 1000 volts et plus. Là. Ces catégories s'appliquent aux vêtements, aux visières, mais aussi aux couches qu'on met par-dessus nos vêtements hard splash. Les harnais, les vêtements haute visibilité, là, par exemple un dossard, on devrait avoir la même catégorie que nos vêtements. Lorsque vous déterminez les EPI nécessaires là, pour faire vos tâches et d'en faire l'achat, ça serait une bonne pratique là, de mettre l'information par écrit. Là. Vous pourriez le mettre en annexe de votre programme de sécurité électrique. Fait que mettre la liste des équipements là, que vous avez fait l'acquisition, vous pourriez ajouter les spécifications. Bon, c'est quoi ça prend c'est quoi notre classe, c'est quoi notre catégorie d'équipement, les calories par centimètre carré. Cet équipement-là qu'on achète, il est conforme à quelle norme? Vous pouvez aussi même ajouter le fournisseur, le modèle que vous avez choisi. Ensuite, de dire, est-ce que c'est un équipement qui est utilisé collectivement ou c'est attribué à une personne? T'sais? Dans le cas où on le remet à une personne, à qui on le remet? Au personnel de la maintenance, aux techniciens sur la route. Comme ça, quand on embauche un nouveau, on a déjà l'information de savoir, OK, cette personne-là va faire telle tâche. Bon, j'ai engagé une personne de la maintenance, voici les EPI que je dois lui fournir. Même chose, si je rajoute un EPI, avec cette information-là, je suis sûre de racheter le bon matériel. C'est pour ça que nous, on vous suggère, dans votre programme de sécurité électrique, de mettre la liste des équipements de protection individuelle que vous utilisez chez vous, puis l'information nécessaire pour le rachat. Le choix des équipements de protection individuelle, c'est une responsabilité du comité SST paritaire. Au niveau de votre programme de sécurité électrique, vous pourriez aussi vous ajouter ces aspects-là. Par exemple, au niveau de la gestion de l'entretien des équipements de protection individuelle, vous pourriez les inclure dans votre programme. Au niveau des associations paritaires en santé et sécurité du travail, on va développer certaines fiches au niveau de la sécurité électrique, comme par exemple sur l'inspection des gants. Fait qu'à ce moment-là, vous pourriez aussi prendre la fiche simplement et l'ajouter en annexe de vos documents, de votre programme de sécurité électrique. On prévoit rédiger des fiches techniques, quelques-unes par année, en fait. Une fois que vous avez fait votre fiche, vous pouvez les intégrer en annexe de votre programme. Oui, lorsqu'on veut trouver des solutions pour réduire à la source, comme par exemple la substitution, une manière d'intervenir sur ces éléments-là, c'est au niveau de nos achats. On pourrait rajouter dans nos procédures d'achat des éléments comme d'avoir le 24 volts séparé des circuits de puissance, des circuits de contrôle 24 volts séparés des circuits de puissance. On pourrait demander d'avoir un mode entretien lorsque c'est applicable. Utiliser une conception
safe. De munir aussi d'utiliser des boîtiers qui ont des fenêtres. Comme ça, on peut voir la position des couteaux. Quand j'applique ma procédure de canassage, ben, je vois que mes couteaux sont correctement ouverts. Je peux aussi demander d'avoir mes procédures pour l'entretien, les fiches de canassage. Ce qu'on vous recommande, en fait, c'est de regarder vos procédures, vos directives d'achat, puis de vous assurer que les éléments là, au niveau de la sécurité électrique là, sont intégrés là, dans vos procédures. Aussi, une manière là, de réduire les risques, c'est vraiment d'aller de faire l'entretien préventif, là, en fait, là, pour réduire les risques d'éclat d'arc, de garder l'équipement propre, au sec, d'avoir des connexions serrées. Aussi, d'utiliser l'équipement selon les paramètres d'opération, la tension, le courant là, qui est conforme aux recommandations du manufacturier. De mentionner tout signe de détérioration à son superviseur, puis d'interdire finalement l'utilisation d'équipements qui seraient endommagés. Comme les tâches d'entretien sont généralement prévisibles, ben, c'est aussi possible d'élaborer des méthodes de travail sécuritaires pour ces tâches-là. Ensuite, une fois que notre programme de sécurité électrique est rédigé, il faut aussi le maintenir. À ce moment-là, on va réaliser des audits sur le programme de sécurité électrique. On va s'assurer que si on a les étiquettes des énergies incidentes, là, que ceux-ci datent de moins de 5 ans, que les employés ont les équipements nécessaires là, pour faire les tâches de diagnostic là, sur les composantes à découvert sous tension. Vérifier que les EPI sont disponibles, sont en bon état. Puis de s'assurer qu'une fois que j'ai fait mon audit, bien, que l'information de l'audit est communiquée à la direction. Puis s'il y a des correctifs à apporter, qu'on les apporte. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et d'avoir été présent là, à notre webinaire. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous là, si on n'a pas eu la chance de répondre aujourd'hui. On est là pour vous aider dans vos démarches.